Bonjour et bienvenue sur ce hors-série d'Entreprendre à l'étranger. Alors, comme avec Romain, donc je reprends la direction de la saison 1 et 2 du podcast pour aller retrouver donc des invités avec qui ça s'est super bien passé, avec que je suis toujours et dont la communauté me parle et que comme je dis, que je me rappelle, c'est je suis sur LinkedIn par rapport à leur projet et à savoir où ça en est. Et aujourd'hui, du coup, Laura, sois la bienvenue ou de nouveau bienvenue sur le podcast. Et Je vais bah, te laisser te présenter. merci Alim, ravie d'être de retour. Du coup, je suis la fondatrice de Coco Kombucha, une boisson sans alcool saine et savoureuse à base de thé. D'accord. Alors, on s'est rencontrés il y a plus d'un an, quasiment un an et demi, si je dis pas de bêtises, et le projet touchait à sa fin. Alors, si je me rappelle bien, tu m'avais raconté que tu devais partir au Brésil, C'est que ça ça? s'est pas fait, Non, et qu'au Covid. final, tu te retrouves avec entre autres, je vais pas dire sans projet, mais avec de nouveaux plans en France. Et c'est de là que naît en fait Coco Kombucha. Exactement. Du coup, j'avais toujours voulu entreprendre, donc je me suis dit pourquoi pas tester sur cette boisson que je trouvais vraiment sympa comme alternative à l'alcool et aux boissons trop sucrées. Mais ce que je te disais à l'époque, c'est que j'avais quand même envie de voyager. Donc à l'époque, j'étais digital nomade pendant les confinements. Et en fait, j'ai gardé cette dynamique. Donc j'ai vraiment construit mon entreprise autour de ça, malgré le fait que je distribue beaucoup en France et que je sois régulièrement en France pour tout ce qui est production ou commercialisation. Mais voilà où Et en est du coup, Coco aujourd'hui. aujourd'hui, donc tu produis depuis quelle ville en France? Produit à côté de Nantes. J'ai changé de producteur entre-temps, mais à côté de Nantes, ouais. Et on est d'accord, les Nantais sont pas connus pour leur consommation de boissons non alcoolisées. C'est ambitieux de le faire à Nantes quand même. J'aime bien challenger les idées reçues et on a une super cave, sans alcool, à Nantes qui vient d'ouvrir, donc je vous recommande fortement d'aller la voir. D'accord, c'est génial. Ah, je t'ai perdu pendant un temps, mais on monte. Comment dire, on s'occupera on fera le montage. Donc alors, si tu peux, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours depuis le passage sur le podcast? Alors du coup, j'ai réussi à enfin lancer la boisson, c'était compliqué avec le Covid et mais j'ai fait donc le lancement de la production, un super crowdfunding aussi. On a une très forte communauté qui a soutenu Coco dès le début, donc ça, c'était chouette. Et puis, le lancement en B2B assez rapidement, donc depuis l'été 2021, donc ça fait, ouais, 2 ans. Avec des très beaux clients comme les caves VNB, Centrale Alain Ducasse pour les hôtels-restaurants et puis Monoprix. Et puis j'ai aussi lancé à l'export du coup, donc en restant international, au Luxembourg et au Maroc en fait où je vais déménager à partir de septembre là et vraiment le pays où j'ai passé pas mal de temps ces derniers mois. Tu as même tourné la pub. Et j'avais tourné la vidéo de lancement de Coco déjà il y a 2 ans et donc effectivement, je pensais pas à l'époque que c'était forcément possible de se développer autant en étant à l'étranger et en fait, quand on veut, on peut construire le business, à son image donc c'est assez chouette, c'est assez chouette. Et qu'est-ce que tu en tires de cette aventure à l'étranger? Parce que le produit, certes, le produit est sud-américain, mais il est produit en France. Qu'est-ce que tu en tires comment dire, de cette aventure à l'étranger? Parce que ça peut être très compliqué d'internationaliser un projet, hein. Oui, carrément. Bah, forcément déjà, l'export, il y a toutes les contraintes derrière, les habitudes de consommation qui sont différentes, et je trouve que ça participe à avoir une ouverture d'esprit, en fait et que ce soit aussi sur le côté entrepreneurial, on rencontre des entrepreneurs différents et rien que le fait de pas être en France et de se dire: «Je vais pas avoir des bureaux comme tout le monde, je vais pas faire les choses comme tout le monde», ça force à s'ouvrir et à réinventer un peu les modèles, je pense, traditionnels, de société dans la boisson notamment et c'est assez cool et la partie internationale, sur la vie pro comme perso, je pense que ça fait toujours, prendre du recul et apprendre plein de choses, ouais. Co- euh, Comment est accueillie la boisson quand tu la présentes? Alors le kombucha, peut avoir un a priori, assez particulier parfois, J'imagine. mais l'avantage du coco, c'est Comment dire, d'où ma question très orientée. ouais, j'ai bien compris. Mais souvent, bon, j'arrive à faire goûter le produit et à le positionner vraiment comme une alternative à la bière et une boisson vraiment, recherchée gustativement, qui est bonne, qui est bonne en termes de goût et quand on goûte coco, on se rend compte qu'il est quand même beaucoup plus, accessible en termes de fermentation, vu que c'est plus léger que la plupart des kombuchas, donc le produit plaît. Mais il y a un petit a priori. Après bon, il y a un beau packaging, il y a des preuves, en termes de clientèle qui montrent que le produit plaît. Donc globalement, ça va. Mais oui, petit a priori sur le kombucha parfois.
D'accord. Ou le sans-alcool par ailleurs, ça dépend des clients que je rencontre, mais c'est pas tout le monde qui est encore très ouvert sur le sans-alcool. Bah, sur les bars sans alcool, ouais, j'imagine, parce que c'est vrai qu'après, on est un pays, la France, où ça sociabilise autour de l'alcool, comme dans plein de pays. Donc c'est vrai Ouais. que ne pas boire d'alcool en soirée, des fois, c'est. Alors moi, je ne bois pas une goutte d'alcool, donc ça, pour dire ça, pour moi, le problème est vite réglé. Donc tu peux me voir avec du kombucha ou avec, avec toute autre boisson non alcoolisée. Mais c'est vrai qu'il y a encore, des fois, ça tique. Il n'y a pas Bah longtemps, oui, j'ai entendu parler d'un événement, la seule boisson dispo, c'était du champagne. Il y oui, avait même pas ça d'eau. peut être compliqué pour certaines personnes. Ça peut être très compliqué. C'est parce que bah, déjà, tu as les personnes qui boivent pas d'alcool, tu as les femmes enceintes, tu as les gens qui peuvent être malades. Donc, en fait, ouais, le seul moyen de boire, c'était du champagne. Bah, c'est ça et je trouve ça un peu dommage de se dire que, on restreint le sans-alcool à des catégories aussi limitées, aussi basiques que celles qu'on peut avoir traditionnellement et puis, on peut bien passer un bon moment, se faire plaisir, être dans le partage avec d'autres boissons aussi, en fait, Je te le c'est un peu, confirme. Je le c'est un confirme. Moi, je le vis très bien depuis des décennies. Donc. bah, c'est ça exactement et moi c'était un peu de cette frustration-là qu'est né Coco aussi et pour ça que j'ai voulu l'orienter sur cet axe-là. C'est de se dire, le soir où j'ai pas envie de boire d'alcool forcément, j'ai pas envie de me retrouver avec un Perrier citron alors que tout le monde a une bière à la main et que ça fait vraiment, ambiance conviviale, de partage Bien sûr. et où, trop santé en fait finalement et pas de plaisir en fait. Parce que bon, Perrier citron c'est bien mais c'est pas incroyable quoi, comme expérience. J'avoue, ouais, non, comment dire, il y a mieux gustativement, et puis même, comment dire, même concernant. Après, il y a aussi l'esthétique. Aussi, Il y a bah, c'est il y a ça, l'esthétique, parce que les grands verriers, comment dire, les grands verres Perrier, tu sais, avec la danseuse pin-up, et l'espèce de paille, on l'a tous en tête. sympa. Le verre n'est pas glamour, quoi. Ça dépend, ça dépend. Bon, quand je t'ai contacté donc pour enregistrer le premier épisode, donc tu m'as dit ouais, tu étais au début du projet. Comment tu as vécu le podcast et qu'est-ce qui s'est passé après au moment de le partager? Bah, écoute, c'était une première pour moi, hein, c'était mon premier podcast, donc j'étais assez contente de faire cet exercice-là avec toi et d'apprendre à parler de mon projet, mais aussi des raisons derrière, de toute la dynamique, le behind the scene et le fait que ce soit entreprendre à l'étranger, je crois que ça m'a vraiment aidée à me conforter dans l'idée que, heu, OK, j'ai un modèle peut-être un peu différent, mais je suis vraiment pas la seule à le faire et il y a plein de Français qui le font et donc pourquoi se mettre des limites finalement? Donc c'est un peu ça que j'en retire, c'est de voir aussi toute la communauté que tu as réussi à fédérer derrière ce podcast et tous les profils, divers. Ah, il y a Hem, de tout, j'avoue, il y a de tout. ouais, ouais, ouais et c'est ça que j'ai trouvé, vraiment intéressant dans le podcast. Et du coup, lorsque tu l'as partagé, tu n'avais pas encore la communauté qui aujourd'hui est derrière toi, et comment donc tes proches ont vécu, le fait, en fait, c'est de t'entendre parler d'un projet qui était en train de naître à l'époque? Ouais, Parce qu'on était dans les balbutiements, c'était bah, oui, oui, on oui, avait encore on la tête on avait encore la tête dans le covid. il y avait encore rien de concret exactement. J'étais encore avec mon premier producteur, qui avait plus de 6 mois de retard sur le lancement de la production et avec qui j'ai arrêté de travailler, et moi-même, en tant que jeune entrepreneur, on se dit toujours: «Et si ça aboutit pas?» au final, donc on n'est jamais sûr à 300 même si j'étais très déterminée depuis le début. Hem, J'imagine, mais donc non, je pense que j'imagine. Mmh. Mon entourage était assez fier et c'est toujours, aussi une surprise, je pense, de les entendre raconter le parcours de manière un peu plus, Heu, pas formelle, mais voilà, de manière un peu plus professionnelle ou autre et d'avoir un regard extérieur donc ils m'ont toujours beaucoup soutenue depuis le début et je pense qu'ils étaient très contents là, une fois de plus, d'entendre l'histoire de cette façon-là. Là, on est à un point où ça fait 2 ans, ça fait quasiment 2 ans que le produit est lancé. La société est pérenne. J'ai suivi ton post LinkedIn dans lequel tu disais: «J'ai enfin un salaire». Ça fait quoi lorsque tu perçois ton premier salaire? Franchement, c'est une grande, grande, grande fierté, de se dire qu'on est parti de rien et qu'on arrivait à construire quelque chose qui plaît. Parce qu'en fait, quand on lance un produit pendant plus d'un an, même si je l'ai fait avec le soutien d'une communauté, et cetera, j'ai fait beaucoup de tests, déjà c'est une super victoire et de se dire, OK, j'arrive à en vivre, à faire un modèle qui est rentable parce qu'aussi il y a beaucoup d'injonctions quand on commence dans une start-up. On se dit: «C'est normal de perdre de l'argent,
surtout dans la boisson, c'est un secteur de volume et puis de voir le travail qui paye enfin après, quasiment 2 ans d'efforts, sans savoir si vraiment ça va aboutir. Même si on apprend beaucoup, c'est quand même, c'est quand même cool et je pense que c'est important d'ailleurs, d'être aussi, serein financièrement quand on est entrepreneur parce que c'est un grand poids et je pense qu'il faut le faire, dès qu'on peut, quoi. Mais c'est toujours la question parce qu'on a toujours envie d'investir et de pas se payer. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Mais ouais, clairement, Mais je ça fait pense qu'on a plaisir. tous. Après, moi, j'ai fait du produit très tard. Et là, je le fais, comment dire, je le fais clairement, c'est une phase de test, on en parlait avant, donc c'est les infusions. Mais moi, j'ai toujours été dans le service. Et dans le service, en fait, la question de ne pas te payer ne se pose pas. Oui, c'est Ne vrai. se pose pas. C'est un peu comme un avocat, un comptable, en fait, c'est que tu as des frais, comment dire, il y a des honoraires, et on se pose jamais Ouais, la question. C'est lorsqu'on met le pied dans le produit, lorsqu'on commence à vendre du produit, où on se rend compte qu'avant de se dégager un salaire, si tu peux te dégager un salaire déjà, ça peut ouais. prendre du temps. Et c'est vrai que lorsque tu commences le business par le produit, c'est ça qui peut être démoralisant. Bah, oui, parce qu'en fait, on mise un peu sur le futur en se disant: «Bah, le plus tôt je mets du cash pour faire démarrer la boîte ou j'investis sur la marque ou autre, le plus vite ça va prendre et on va passer ce seuil». Mhm. Et puis c'est vrai qu'effectivement, il faut vendre beaucoup de coco pour, pour faire de l'argent parce que, c'est un en plus, c'est un produit qui est compliqué, qui est lourd à expédier et la logistique, c'est terrible, Là, mais bon. aujourd'hui, en termes de bouteilles produites, tu en produis combien par mois? J'en produis, presque 50 000 par mois. Ce qui est quand même énorme. Ouais. On est d'accord. Ouais, 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 il y a une belle progression, et en fait, c'est ça. J'ai réalisé hier parce que j'essaye d'avoir du stock là, comme c'est l'été et j'ai Ouais. réalisé que j'avais 50 mètres carrés de bouteilles de stock et là, je me suis dit: «Ah ouais, quand même». 50 mètres carrés, ouais. Ça commence à faire quelques bouteilles quand même. C'est ça, c'est ça. Donc non, mais c'est sûr, en fait et c'est bien de se rappeler toutes ces étapes. C'est de dire: «Bah, l'an dernier, j'ai passé les 150 000 € de chiffre d'affaires, la première année» et Ouais. c'est quand même, énorme et là, j'ai fait un post la semaine dernière pour dire: «Waouh, c'était ma 500e commande, B2B» et je pense que chaque, bah, chaque étape est incroyable. C'est comme quand j'ai signé Monoprix ou voilà, ça fait des nombres de bouteilles. Au début, on produit ça, chez soi où on fait les tests et on se dit: «Mais déjà si j'en vends 100, ça veut dire C'est que pas ça mal. en fait». C'est donc c'est vrai que non, c'est assez incroyable, de voir l'engouement, de voir l'aventure, c'est cool. Et du coup, là, maintenant, les prochaines étapes de coco? Maintenant, on va continuer en France. Donc là, je parle un peu aux gros distributeurs, grossistes pour aller plus dans les bars-restaurants. Ouais. Une nouvelle à saveur à venir, pour la rentrée normalement. Et continuer l'export, ça commence bien au Maroc et comme j'y vais, je pense que ça va être l'occasion de pousser un peu plus le produit là-bas et puis pourquoi pas, un peu plus l'export, au global. C'est un peu ça pour le moment, les prochaines étapes, mais il y a de Et quoi du faire, il y a de coup, quoi faire. est-ce qu'il y a il y a une concurrence sur le marché? Alors oui, hein, de plus en plus, rien qu'en France, on avait l'an dernier plus de 50 marques, alors qu'on était plus qu'une vingtaine il y a 2 ans. Donc là, on doit être encore plus, mais moi, je pars du principe que ça éduque, le consommateur à la catégorie, ça fait découvrir. On en entend beaucoup parler, mais il y a encore plein de gens qui connaissent pas le kombucha et j'ai l'avantage d'avoir un positionnement assez différencié sur la partie, fermentation plaisir au-delà de l'aspect santé du kombucha. Donc moi je suis pour la concurrence, je trouve que c'est bien. Ça dynamise le segment en tout cas. Comment dire là, sincèrement, là, tu prêches un convaincu parce que moi, les marchés où il y a pas de concurrence, c'est à un moment donné, c'est tu te reposes sur tes lauriers et un jour, tu te fais doubler à une vitesse parce que pendant des mois, des années, tu t'es dit: «De toute façon, je suis tout seul sur le marché». Ouais, c'est Tandis ça que si aussi. tu démarres et tu as des concurrents et que la concurrence grossit, 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 il y a 2 de toute façon, il y a 2 schémas. Soit tu es pionnière, donc dans ton cas, tu es pionnière et tu t'es imposée dès le départ, Ouais, soit tu disparais. Soit tu disparais parce que tu vas avoir un mastodonte qui ne connaît rien au kombucha, qui va débarquer, qui va juste investir à peu près 8 ans de ton chiffre d'affaires. Il va les mettre, il va les investir en un mois. Et en c'est fait, là, il faut comprendre que bon, bah, j'y vais, quoi. ouais. C'était une belle aventure. Merci pour tout, j'y vais. Mais non, non, c'est pour ça, non, non, la concurrence te fait grandir. Ah oui, oui, bah, c'est sûr, mais effectivement, il y a des grands acteurs de la boisson en face et on espère qu'ils arriveront peut-être pas trop vite non plus. Voilà. Non, non, mais comment dire, c'est laissons-les dans leur secteur, laissons-les Mmh. maîtriser le produit. Mais voilà, mais ce qu'il faut partir du principe qu'en fait, c'est sur un marché, il y a quasi j'ai pas en tête un secteur d'activité, un marché où il y a qu'un seul acteur. Oui, non, bien sûr. Il faut
Il faut Mais faire la dernière fois, je avec. m'amusais. Ouais, la dernière fois, je m'amusais à réfléchir, à me dire, putain, mais en fait, mais quel secteur où il y a un monopole total? Et sincèrement, j'en ai pas trouvé. Il y a le diamant, je crois. Quasi total. Ouais, Quasi. ouais, on n'est pas loin, mais ils perdent de la vitesse, ils perdent de la vitesse, mais bon. Mais ouais, C'est non, vrai. non, non, mais c'est très bien, c'est que la concurrence t'éduque aussi, même toi en tant qu'entrepreneur, à faire Oui, mieux, à faire mieux. exactement. À faire mieux et puis ça fait connaître le kombucha, ça développe la catégorie, il faut juste trouver son axe et sa différenciation donc c'est intéressant, c'est bien. Top. Du coup, ma dernière question, donc, sur le précédent podcast, donc la dernière question, c'était quel conseil donner à quelqu'un qui souhaite entreprendre à l'étranger? Donc là, on va passer sur une autre dernière question, c'est pour la saison 4, parce que du coup, l'aventure d'entreprendre à l'étranger continue. Donc là, les épisodes qu'on tourne cet été en vidéo, c'est juste des hors-séries. Donc je préviens, il ne faudra pas vous habituer à me voir 2 fois par semaine, 2 fois par mois en vidéo. Cyril sera content, moi beaucoup moins. Donc on va reprendre le bon vieux podcast dès la rentrée de septembre. Et quel invité, comment dire, quelle personne souhaiterais-tu que j'invite sur le podcast? Un invité ou une invitée à me conseiller? Je te recommande Kylian Palermo que j'ai rencontré au Maroc à Tarazout aussi. Co-living? Oui, Nomade avec, Ouais. Nomade exactement, tu as suivi, bravo Je et suis. Non, non, mais, non, qui mais, non, mais en fait, c'est comment dire, c'est horrible, c'est que je stalk mes anciens invités, c'est horrible. non, mais même, moi, même moi, je commence à m'inquiéter. il a ce projet-là et il lance un nouveau projet avec, d'autres personnes qui est très, très intéressant qui s'appelle Prism, et je te laisse, découvrir tout ça, en stalkant ou dans le prochain Non, non, mais c'est que je me rends compte, non, mais, ouais, non, mais il y a, ouais, je en parlais, il y a plus de 50 invités. Et en fait, et sur les 50 invités, ouais, c'est soit je suis ou soit je suis en contact avec pas plus de 40 personnes encore. Mais non, mais c'est génial. Moi, c'est ça qui est fort aussi dans le podcast, c'est les connexions que tu arrives à créer et les associations de gens aussi, tu vois? Comme là, ça c'est assez dingue que tu arrives à le situer, c'est cool. Il y a eu ça, et il y a eu une photo, moi, qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a fait beaucoup plaisir. C'est une photo qui était partagée par Ambroise Debray. Il était en OK. Thaïlande et il partage une photo. Et de l'autre côté de la table, il y a, il y a Audrey Marie. Et je les ai eus tous les deux sur le podcast. Ouais, c'est super drôle. Et au moment de la photo, ils ne se connaissent pas. Et C'est donc, du coup, c'est je leur partage la photo en mettant le lien de leur podcast tous les deux en disant, en fait, vous avez été mes invités tous les deux. non, mais tu Et vois, ça, et ça a créé un lien. Et après, tu sais, tu les voyais dans d'autres posts et dans d'autres stories sur Instagram ensemble. tout ça grâce à toi, donc Ils se bravo. connaissaient pas. Ils se connaissaient C'est pas. Et en fait, ils se sont rencontrés en Thaïlande. Donc, ils ont sympathisé. Ils ont commencé à faire des activités ensemble. Et en fait, et moi, je vois la photo. Je dis, non, mais c'est complètement délirant, quoi. Tu vois la photo, c'est l'impression que c'est un repas de famille. Et donc, je dis, non, en fait, vous avez un point en commun, c'est que vous êtes tous les deux sur entreprendre à l'étranger. peut-être qu'il faudra l'organiser, peut-être qu'il faudra l'organiser, Je me, une grande réunion, tu je vois? me pose la question, c'est peut-être le faire à Paris à la rentrée, quoi. Un petit événement, soirée networking, ça peut être cool. J'avoue, ouais, bon, après, il y aura pas la soixantaine de personnes parce que j'en ai, ils sont partout. Il y a, genre, comment dire, c'est genre entre le Entreprendre à Mexique, la l'étranger, oui. Colombie. Ouais, ouais, c'est un peu le biais, quoi. C'est entreprendre à l'étranger, c'est que tu les croises rarement en ville, les gars. C'est vrai, Tu c'est vrai, c'est sais, vrai. des fois, j'envie les podcasteurs, tu sais, qui croisent leurs invités en ville, c'est génial. Oui, Mais pourquoi pas. ouais, ouais, non, ouais, comment dire, c'est peut-être lancer une bouteille à la mer en disant, bon, voilà, c'est qui vient qui est dispo, et c'est toujours intéressant de se rencontrer. Exactement. Non, c'est cool. Écoute, bah, j'irai voir, comment dire, je continuerai à voir ce qu'il fait au Maroc et voir un peu le projet Prism, et du coup, bah, pourquoi pas l'inviter, s'il accepte de venir sur le podcast, je me ferai un plaisir de l'inviter. Je crois il était plutôt ravi, Bon, je j'irai pense que taper à vous sa allez bien porte vous gentiment. entendre. Il va J'irai taper à sa porte gentiment. avec Bah, plaisir. écoute, Laura, je te remercie. Merci pour ces quelques minutes, bah, du coup, que tu as accepté de partager avec moi et de partager avec les auditeurs. Et le podcast donc sera diffusé sur toutes les plateformes et sur YouTube aussi, sinon il n'y a aucun Parfait. intérêt. Et puis on va voir un peu si ça prend ou ça prend pas le format vidéo. Alors moi, je suis adepte du podcast audio. Pour moi, c'est le vrai, c'est le seul, c'est l'unique, parce qu'on l'écoute de partout. Et voilà, ben, si vraiment il y a une demande de vidéo, peut-être exceptionnellement sortir des numéros en hors série. Bah, je pense que c'est une super idée en vrai, le vidéo, on peut quand même l'écouter un peu partout au final. Bah, c'est ça. Après, moi, j'ai du mal. Comment dire, moi, je suis encore en mode radio et podcast. À Des fois, je me tester? rends compte que j'écoute quasiment plus de musique des fois. Non, mais c'est trop intéressant donc c'est cool.
Et il y en a plein, il y a plein, il y a plein. Ouais. Comment dire? Je pense que j'aurais pas fini l'intégralité des podcasts que je vais écouter avant avant ma retraite ou avant même ma mort, je pense. Il y en a tellement. Laura, je te remercie. Bah, Je merci te dis à beaucoup bientôt. Bel été et à à toi. ouais, Bonne bonne soirée. rentrée et comme je le dis à tous mes invités, bah, écoute, qui sait, bah, peut-être pour un troisième épisode un jour. À bientôt. Ciao et ciao tout le monde.